Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a plusieurs participants qui sont en train de se connecter, donc on va peut-être attendre encore quelques instants avant de débuter le webinaire. Mais déjà, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je pense que je vais pouvoir démarrer, puis les autres participants pourront se joindre à nous au fur et à mesure. Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du RRSPQ organisé en collaboration avec Calaxia. Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir les professeurs Magali Broder et Andrea Négaré qui vont nous parler du trouble lié au jeu de hasard et d'argent, ainsi que l'utilisation problématique des écrans à travers différentes questions qui vont être de voir les enjeux, la prise en charge, l'identification et les ressources disponibles pour ces troubles. Donc, rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais vous présenter le RRSPQ et Calaxia. Donc, si on démarre par le RRSPQ, donc Réseau de recherche en santé des populations du Québec. Comme vous le savez, peut-être c'est un réseau de recherche en santé qui existe depuis plus de 20 ans, puis qui est désormais constitué autour de différents axes. Donc, l'axe santé mentale des populations, lui, existe depuis 2014. Donc, on est vraiment heureuse de vous dire que on compte à ce jour plus de 150 membres, aussi bien chercheurs et associés qu'étudiants, autour de thématiques diversifiées dans la santé mentale des populations. On offre différentes opportunités à nos membres, comme une opportunité comme celle d'aujourd'hui, des opportunités de transfert de connaissances avec des webinaires, aussi des abrégés de recherche qui permettent la vulgarisation et la synthèse de vos travaux de recherche de l'anglais au français. Puis, on offre aussi de nombreuses opportunités de soutien financier, aussi bien pour les membres chercheurs et les membres étudiants. Comme je vous l'ai dit, on organise ce webinaire aussi avec Calaxia, qui est un réseau, lui, plus spécifiquement dédié à la mobilisation des connaissances en santé mentale. Calaxia souhaite contribuer à une meilleure santé mentale des populations en valorisant en fait les recherches disponibles et puis en synthétisant celles-ci pour les permettre la diffusion à différents publics, comme vous pouvez le voir à l'écran. Au final, Calaxia, je vous invite à consulter leur site web qui est très bien fait, mais vous verrez que c'est principalement des dossiers thématiques, des webinaires comme celui organisé ce midi, mais aussi d'autres dégustations de savoir, des quintessences qui sont des publications brèves de transfert des connaissances, puis plein d'autres ressources qui sont vraiment très pertinentes pour toute personne s'intéressant à la santé mentale des populations. Si je rentre un peu plus dans le vif du sujet pour aujourd'hui, donc comme je l'ai déjà dit, on a la chance d'avoir les professeurs Magali Broder et Andréane Légaré avec nous. Donc Magali Broder est médecin et professeure adjointe à la faculté de médecine des sciences de la santé de l'université de Sherbrooke, comme vous pouvez voir à l'écran. Elle est directrice, entre autres responsabilités, directrice du laboratoire de recherche sur les dépendances comportementales et la réduction des méfaits. Et puis, Andréane Légaré, qui est avec nous aussi, qui est psychologue et également professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Sherbrooke, qui se spécialise, quant à elle, plus particulièrement sur les dépendances comportementales. Alors, avant de laisser la parole à Magali et à Andréane, juste vous dire que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre page YouTube ainsi que sur celle de Calaxia dans la semaine à venir, dans les jours à venir. Vous avez aussi la possibilité d'interagir pendant ce webinaire, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans la section Q&R, donc questions-réponses, puis on aura un 15 minutes à la fin pour adresser ces différentes questions-là. Dernier petit point, si jamais vous avez un souci technique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat, puis Armelle, qui est présente avec nous aussi, coordonnatrice de l'Axe, se fera un plaisir de répondre. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole et le partage à Magali et à Andréane. Merci beaucoup, Morgane.
Juste un petit instant, je vous partage mon... Est-ce que tout le monde voit bien? Excellent. Bon, ben, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Andréane et moi, on est vraiment très heureuses de venir discuter avec vous du trouble lié aux jeux d'hasard et d'argent et de l'utilisation problématique des écrans. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vraiment faire un survol de ces deux problématiques-là, de vous les présenter, de vous familiariser avec ces enjeux-là. C'est pas non plus, notre objectif n'est pas de venir vous présenter là, des résultats de recherche. C'est vraiment là, qu'est-ce qu'on sait, c'est ça le présentement, vous faire un petit tour d'horizon et puis après ça, présenter là, des avenues de recherche futures. Donc, pour ceux et celles dans la salle qui sont déjà des experts dans le domaine, vous n'allez peut-être pas apprendre quelque chose de nouveau, mais notre objectif vraiment, c'est de démocratiser là, ces problématiques-là puis de les faire connaître un petit peu plus. Donc, de manière spécifique, on veut, c'est ça, là, vous sensibiliser autant aux troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent qu'à l'utilisation problématique des écrans, vous présenter des informations clés sur le sujet et proposer des outils et des ressources qui peuvent faciliter là, la prise en charge des personnes qui vont présenter là, ces problématiques. Donc, la présentation va être divisée en deux sections. La première section, je vais vous faire un petit tour d'horizon du trouble lié aux jeux d'hasard et d'argent. Et par la suite, je vais Andréane va prendre la parole pour discuter là, du trouble lié de l'usage problématique là, des écrans. Parfait. Excusez-moi. OK. Avant de débuter, je pense que c'est important de prendre un petit 2 minutes juste pour s'arrêter puis faire, mais c'est quoi un jeu d'hasard et d'argent, en fait? Un jeu d'hasard et d'argent, ça comprend, en fait, souvent on va penser aux loteries, aux billets grattés, aux appareils de loterie vidéo, aux machines à sous, au poker. Bref, c'est toute activité où est-ce qu'on met de l'argent en jeu ou un objet, par exemple, de valeur, et puis dont l'issue va reposer là, en totalité ou en partie sur le hasard. Au Québec, les jeux d'hasard et d'argent, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on pense aux jeux d'hasard et d'argent, on va souvent penser d'emblée à l'Auto-Québec. C'est pas pour rien, en fait. C'est la société d'État qui est responsable, c'est ça, là, de l'offre de jeux là, étatisée là, dans notre province. Donc, on les voit un peu partout à la télé. Il y a nos casinos, donc, sont très présents. Donc, c'est souvent là, la première image qu'on peut avoir lorsqu'on pense aux jeux d'hasard et d'argent au Québec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Auto-Québec n'a pas toujours été là. Et puis, c'est quelque chose souvent qu'on sait moins ou qu'on connaît moins. Tu sais, des fois, des parties de notre histoire qui restent un peu plus, là, c'est ça, là, obscures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant la majorité, en fait, du dernier siècle, eh bien, les jeux d'hasard et d'argent étaient illégaux au Canada. Donc, en 1892, le moment de l'adoption du Code criminel canadien, puis 1969, les jeux d'hasard et d'argent étaient tout simplement interdits au pays. Donc, c'était vraiment dans un peu, c'était le monde du crime organisé qui contrôlait là, ce secteur-là, mais on ne pouvait pas s'adonner formellement aux jeux d'hasard et d'argent. Il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites, entre autres, beaucoup par la province de Québec, par entre autres la ville de Montréal pour légaliser les jeux d'hasard et d'argent. On était en fait la province la plus active là, qui voulait voir les jeux légalisés. Et puis, ça s'est produit en 1969 lors de l'adoption du Bill Omnibus par Pierre Elliott Trudeau. Donc, à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est ça, là, du Canada, c'est un moment qui a quand même été assez majeur là, parce qu'on a mis à jour là, tout le code criminel à ce moment-là, puis qu'on a procédé à la légalisation de plusieurs activités. Entre autres, on peut penser à l'avortement, les jeux d'hasard et d'argent, mais les loteries, et puis certaines activités comme par exemple la sodomie, des choses comme ça. Donc, 1970, création de l'Auto-Québec. Donc, on a été la première province au Canada à se lancer vraiment là, dans le secteur du jeu. Donc, nous, on était déjà prêts. Tout le monde attendait là, la création de l'Auto-Québec. Donc, en 1970, les années 90, c'était principalement là, les loteries qui étaient la principale activité. Et puis, à partir des années 90, bon, là, on a eu une grande diversification de l'offre de jeux. Là. On a vu l'apparition des casinos, les appareils de loterie vidéo, les bingos et puis, plus récemment, là, le jeu en ligne. Ce qui fait en sorte,
Fait que l'Auto-Québec, maintenant, est une industrie qui est quand même très lucrative, une société d'État qui rapporte beaucoup. Donc, en 2021-2022, le chiffre d'affaires, les revenus, en fait, de l'Auto-Québec étaient de 2,2 milliards de dollars, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis, le dividende qui est versé au gouvernement, qui permet de payer les différents programmes sociaux qu'on peut avoir, par exemple, l'accès à des soins et services en première ligne, autant nos routes, sont payés, c'est ça, là, peuvent être payés par mon Dieu, je vais y arriver, avec le dividende là, qui est versé au gouvernement du Québec. Et puis, pour la dernière année, il s'élevait à 1,1 milliard de dollars. Donc, avec ces chiffres-là, on n'est pas surpris de savoir mais que c'est une grande majorité de la population qui s'adonne aux jeux de hasard et d'argent. Il y a environ là, 84 de la population qui affirme là, avoir joué au moins une fois dans sa vie là, à un jeu. Et puis, les jeux les plus populaires, bien, on a bien entendu les loteries, ça c'est la majorité, c'est ça, donc un 60,6 des gens qui vont s'adonner aux loteries. Sinon, ensuite de ça, c'est rapidement suivi par les jeux de casino, les machines à sous, le poker. Et puis, à l'époque, où est-ce que cette étude-là avait été menée, cette étude de prévalence-là, on avait le jeu en ligne aussi qui représentait 1,5 des habitudes, c'est ça, là, de jeu, dans les jeux les plus populaires. Mais on sait que ça a profondément changé depuis le début de la pandémie. J'en profite pour faire une petite pause parce qu'on va bientôt parler un peu plus justement de troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent. Et puis, je voulais faire une petite mise en contexte sur la pratique excessive justement des jeux d'hasard et d'argent. Parce qu'il faut savoir, ça n'a pas toujours été considéré comme un problème médical ou un problème de santé publique. En fait, si on remonte dans l'histoire, même dans l'histoire quand même assez récente, à une certaine époque, quand on parlait de s'adonner aux jeux d'hasard et d'argent, mais c'était quelque chose qui était considéré comme un vice, quelque chose qui était contraire à la morale, contraire à la religion. Et puis, ça a par la suite évolué. Donc, c'est venu teinter nos lois. Donc, entre autres, le code criminel canadien, c'est devenu quelque chose qui était criminel. Donc, c'était un crime de s'adonner aux jeux d'hasard et d'argent. Par la suite, ça a évolué. Après ça, ils ont été légalisés. On a commencé à se questionner aussi, pas nécessairement sur le fait de s'adonner de manière globale aux jeux d'hasard et d'argent, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est rendu comme un peu plus excessif ou problématique? Et on a commencé à conceptualiser de plus en plus la problématique comme une maladie, un problème de santé mentale. Et en 1980, c'est à ce moment-là que le jeu a fait son entrée dans le DSM. Donc, on voit que c'est quand même assez récent. Et à ce moment-là, c'était sous la catégorie du trouble lié au contrôle des impulsions. Donc, pendant une longue période, c'était considéré comme un trouble lié au contrôle des impulsions. Et puis, il y a eu un changement qui a été quand même majeur, je dirais un gros tremblement de terre, qu'on pourrait dire, dans le domaine des dépendances de manière globale, dans le domaine du jeu aussi. En 2013, coup de théâtre, en fait, plus ou moins, c'était un peu attendu, bien entendu. Le trouble lié au jeu a été reclassé, en fait, dans les troubles liés avec substances et autres troubles addictifs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un trouble lié au contrôle des impulsions et on est venu changer le jeu pour un trouble, en fond, une dépendance. Donc, le jeu est maintenant considéré comme une dépendance comportementale. Donc, le jeu a été la première dépendance comportementale à faire son entrée dans le DSM. Ça vient aussi changer complètement un peu notre façon de voir les choses. Mais en fait, c'est que oui, ça change au niveau conceptuel, mais en fait, c'est qu'avant, c'est même la manière dont on abordait les traitements, dont on abordait la problématique, c'était vraiment aussi comme une dépendance. Autre élément aussi important, parce que des fois, on entend parler dans les médias souvent de jeux pathologiques. Là, on se dit, il y a des gens qui parlent de jeux pathologiques, il y a des gens qui parlent de troubles liés au jeu, il y a des gens qui parlent de jeux problématiques, mais là, de quoi qu'on parle? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu pathologique, c'était vraiment la terminologie qui était utilisée dans le DSM-3, DSM-4, quand on parlait d'un trouble lié au contrôle des impulsions. Et puis, avec le passage au DSM, on est vraiment passé aux troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent. Puis quand on entend des fois le jeu problématique, en fait, c'est ça, c'est comme une espèce de catégorie souvent fourre-tout qu'on peut utiliser qui va réunir les gens qui vont être à risque, donc les gens comme subcliniques, et puis les gens qui vont présenter un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent. Donc, ça permet un peu de mettre tout ça en perspective puis de comprendre pourquoi on utilise plein de termes puis c'est pas toujours clair. En fait, c'est que c'est très récent. Ça fait même pas 10 ans que les changements ont été faits. Puis comme on sait, on n'en parle pas beaucoup dans l'espace public nécessairement du jeu. Donc voilà une petite clarification conceptuelle. Au Québec, mais à quoi ça ressemble en fait le trouble lié au jeu? Dans la dernière étude de prévalence, il y avait 1,4 des personnes qui s'adonnent aux jeux d'hasard et d'argent qui ont été identifiées comme étant à risque modéré de développer un trouble lié au jeu.
Et il y a 0,4 de la population qui était identifiée là, comme des gens présentant un trouble lié au jeu d'hasard probable. Ça ressemble un peu aux données qu'on peut avoir là, à l'international, où est-ce que souvent, c'est en 0,4, 0,6 de la population qui présente un trouble lié au jeu. Élément important, même majeur, je dirais, c'est que ce n'est pas tous les jeux qui vont nécessairement avoir le même taux de prévalence, si on veut, de troubles liés au jeu ou de jeux problématiques. Il y a des jeux qui vont être identifiés comme étant, si on reprend le vocabulaire de certains spécialistes, comme étant ayant un niveau de dangerosité qui peut être plus élevé, si on veut. Il y a entre autres le jeu en ligne. Donc, dans notre dernière étude, c'est ça, là, de prévalence, il y avait 23 qui étaient identifiés de gens qui présentaient des habitudes de jeux problématiques. Ça donnait aux jeux en ligne. 16,4 les appareils de loterie vidéo, les machines à sous, et puis on voit les loteries là, dans le bas avec un 2,7 Donc, c'est pas pareil, là, le niveau, c'est ça, là, de dangerosité des jeux, et puis le niveau aussi de jeux problématiques qu'on va voir entre les différents jeux. Mais un élément qui est important, c'est que peu importe le jeu auquel on s'adonne, mais c'est qu'il peut avoir, c'est ça, là, des conséquences quand on présente un trouble lié au jeu. Et puis, ces conséquences-là peuvent être quand même importantes pour la personne qui présente le trouble, mais aussi son entourage et puis l'ensemble de la société. Donc, autant que ça peut mener à des problèmes qui vont être des problèmes financiers, ça peut mener aussi à des pertes d'emploi, des conflits conjugaux, aussi différents problèmes de santé mentale, dépression, l'anxiété, des suicides. Il y a eu beaucoup de suicides qui ont été commis au Québec depuis que les coronaires ont commencé à faire la comptabilisation là, au courant des années 90. Donc, quelque chose qui est quand même pas négligeable. Un élément qui est majeur, là, je vous parlais des conséquences et puis de ce qu'on observe aussi fréquemment avec le trouble lié au jeu. Un élément qui est majeur, c'est que le trouble lié au jeu se présente rarement seul. C'est rare qu'on va voir en clinique quelqu'un qui va arriver et va avoir uniquement un trouble lié au jeu. Les troubles concomitants en santé mentale sont vraiment fréquents. Donc, souvent, ça va se présenter en même temps qu'un trouble dépressif, un trouble anxieux, un trouble lié à l'usage de substances. En fait, c'est 96 là, des joueurs qui vont présenter au moins un trouble concomitant associé. Et puis, 64 là, donc presque les 2 tiers qui vont en avoir 3, là, c'est ça là, en même temps. Donc, c'est une problématique qui est quand même assez complexe, qui n'est pas, c'est ça, là, facile, c'est ça à aborder, qui n'est pas simple non plus. Donc, ça explique un peu là, la complexité des fois qu'on peut avoir là, en matière là, de traitement. Parlant de traitement, souvent, quand on pense à traitement, on pense à médicaments, à traitement pharmacologique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trouble lié au jeu, présentement, il n'y a aucun traitement spécifique qui a été approuvé ou qui est disponible, spécifiquement pour le trouble lié au jeu. Il y a eu plusieurs études, mais par contre, il y a beaucoup encore de travail qui reste à faire là, dans le domaine afin d'avoir des études de meilleure qualité qui pourraient permettre d'identifier des traitements prometteurs. Un élément qui est important, c'est que quand on veut traiter le trouble lié au jeu, c'est important de traiter les troubles concomitants qui se présentent parce qu'on le sait, mais la majorité vont présenter au moins un trouble concomitant. Donc, autant troubles dépressifs, troubles anxieux. Donc, c'est là que le traitement pharmacologique va être utile et puis dans certaines situations qui peut permettre aussi d'aider avec le trouble lié au jeu. Donc, la pierre angulaire là, de notre traitement dans le cas du trouble lié au jeu, c'est vraiment tout ce qui est non pharmacologique. Donc là, on est du côté, par exemple, des thérapies, du counseling. C'est vraiment ça qui va permettre là, de réussir, c'est ça, là, à traiter là, le trouble lié au jeu. Donc, un message clé, quelque chose qui est à retenir, c'est vraiment du côté là, non pharmacologique qu'on va se situer là, pour le trouble lié au jeu. Quelque chose qui est un peu malheureux, en fait, c'est souvent les personnes qui présentent un trouble lié au jeu, mais ils ne vont pas consulter. C'est très rare qu'ils vont se présenter ou vont aller chercher de l'aide. Mais par contre, il y a des ressources qui sont disponibles. Donc, si autant, soit vous, quelqu'un que vous connaissez, présente justement des habitudes de jeu qui vous inquiètent, il y a une première ressource qui est extrêmement importante, c'est la ligne d'aide, jeu, aide et référence, qui est disponible, c'est ça, là, en ligne. On peut aussi appeler, il y a du clavardage, il y a différents services qui peuvent vous réorienter, puis il y a aussi un service de télécounseling dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Aussi, mais on peut se présenter en fait n'importe où en première ligne. Donc, aller dans un GMF, un groupe de médecins de famille, travailleurs sociaux, infirmières, bref, d'aller chercher de l'aide. Ils vont pouvoir justement s'assurer qu'on obtienne le soutien nécessaire. Autant si on est une personne qui s'adonne au jeu d'hasard et d'argent, qu'on peut être un proche. Bref, c'est important d'aller chercher de l'aide à ce moment-là. On a des très beaux services qui sont disponibles pour les patients au Québec. Donc, les services non pharmacologiques qu'on offre, on peut voir ça un peu sur un continuum.
Donc, en fait, ça va dépendre de la gravité ou l'intensité, c'est ça, de la problématique. On peut, entre autres, penser en premier lieu au service de téléconseling de jeux à des références. Ça, ce qui est intéressant avec leur service de téléconseling, c'est qu'il est accessible à la grandeur du Québec parce que c'est fait, c'est ça, là, de manière là, virtuelle. On a aussi les services jeux, des centres de réadaptation en dépendance qui peuvent offrir là, divers services pour pouvoir traiter là, le trouble lié au jeu. Et finalement, on a des services résidentiels lorsqu'on a besoin des fois de prendre un temps d'arrêt qui sont aussi là, nécessaires. À faire, excusez-moi. Finalement, si on parle un peu mais de prévention, hein, si on veut agir un peu en amont, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y en a peut-être d'entre vous qui disent ah, ben moi, ça m'arrive de jouer des fois le vendredi soir, j'arrive à la maison, je joue en ligne, je joue au poker. Comment faire pour prévenir un peu tout ça? En 2021, il y a le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances qui ont sorti justement des lignes directrices sur les habitudes de jeu à moindre risque. Puis, ces lignes directrices-là sont vraiment fondées sur des données scientifiques qui sont, c'est ça, récentes, rigoureuses, une revue de littérature quand même de grande qualité, et puis qui ont permis de démontrer que si on voulait réduire notre risque d'avoir des conséquences négatives liées au jeu, qu'il faudrait envisager éviter de dépenser plus d'1% du revenu de notre ménage avant impôt par mois, éviter de jouer plus de 4 jours par mois et éviter de s'adonner à plus de 2 formes là, de jeux d'hasard et d'argent. Mais en matière de prévention aussi, ce qu'on peut faire, c'est quand on consulte, par exemple, si on s'adonne aux jeux en ligne, la majorité des sites vont offrir de mettre des limites de temps, des limites d'argent, donc de ne pas hésiter, c'est ça, à aller s'en mettre des limites. Et puis aussi, il y a des applications qu'on peut utiliser pour limiter notre accès aux jeux d'hasard et d'argent. On pense entre autres à la Gamban, qui est une application qu'on peut mettre sur notre ordinateur, notre téléphone, qui permet de bloquer l'accès aux jeux. Donc, ça nous a permis de faire un petit survol, comme de c'est quoi la problématique, qu'est-ce qu'il y en est, à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de recherches qui restent à faire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer justement à investiguer. On pense entre autres, c'est important de veiller à l'amélioration des soins et des traitements qui vont être donnés aux personnes qui présentent un trouble lié au jeu. On a vu que c'est un trouble qui était quand même complexe, qui se présentait souvent de manière concomitante, donc s'assurer qu'il y a une meilleure trajectoire de soins, aussi faire des interventions, par exemple, auprès des couples, des avenues qui sont extrêmement prometteuses. On pense aussi à tout ce qui touche la prévention, la réduction des méfaits, de penser des approches populationnelles pour réduire les méfaits. Élément majeur, les impacts de la pandémie. Hein. On sait que la pandémie a complètement transformé justement le secteur du jeu avec la montée du jeu en ligne. Donc, quels sont les impacts à ce niveau-là? Et finalement, s'attarder aux populations qui vont être en situation de vulnérabilité, qui vont être plus à risque de présenter un trouble lié au jeu. Et puis, de savoir aussi dans cette transformation-là du secteur du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les aider à apprendre à mieux les connaître. Donc, sur ce, je laisse la parole à Andréane. Merci, Magali. Donc, je partage mon écran, Magali, c'est ça? Je m'excuse. Oui. Je vais vous retrouver, ce ne sera pas très long. Donc, Oui, je pensais que c'était toi qui poursuivais, mais je peux m'en occuper. Non, c'est bon. C'est de ma faute. Je m'excuse tout le monde. Donc, c'est à mon tour, là, en fait, de vous introduire à une problématique qui est en émergence et dont on entend là, vraiment de plus en plus parler et qui, on s'en doute, on va continuer d'en entendre parler là, au cours des prochaines années. Donc, au cours des dernières décennies, on a vraiment observé une démocratisation de l'accès aux technologies, de l'accès aux ordinateurs, aux téléphones cellulaires, à l'Internet également, qui ont amené certaines personnes à observer des comportements qui sont, qui nous font penser en fait à des conduites addictives, donc il y a des problèmes de dépendance qui peuvent être en lien à la fois avec les jeux vidéo, avec les réseaux sociaux, donc les activités qu'on peut faire sur les différents dispositifs, mais il y a aussi certaines personnes qui parlent de dépendance à ces dispositifs-là, justement, donc les téléphones intelligents, puis les écrans de manière générale. On ne peut pas passer sous silence non plus, oui, on peut y aller, Magali. On ne peut pas passer sous silence non plus l'influence que la pandémie de COVID-19 a eue sur notre utilisation des écrans. Quand on a sondé les Québécois et les Québécoises sur leur utilisation des écrans depuis l'arrivée de la pandémie, de manière générale, là, on avait un 47% de la population qui indiquait avoir augmenté leur temps
d'écran un peu ou encore beaucoup depuis le début de la pandémie. L'utilisation des médias sociaux, des jeux vidéo, là, ça se situait entre 43-49% en termes d'augmentation depuis le début de la pandémie. On s'est aussi intéressé à tout ce qui concerne les plateformes de visionnement en continu. Donc, on peut penser à Netflix, à YouTube ou encore à Twitch. On n'a pas ces données-là qui ont été récoltées chez les adultes et les jeunes adultes. Par contre, il y a une enquête qui a été réalisée auprès des adolescents montréalais qui a démontré que depuis le début de la pandémie, là, il y en avait 84% des adolescents qui étaient sondés qui estimaient avoir augmenté leur utilisation du visionnement en continu là, depuis que la pandémie avait eu lieu. Donc, on ne peut pas taire le fait que notre utilisation des écrans est en constante évolution, puis ça amène plusieurs personnes à se questionner à savoir est-ce qu'on peut développer une problématique de dépendance en lien avec les écrans. La première question qui se pose, en fait, c'est quoi l'objet de cette dépendance-là? À quoi est-ce qu'on est dépendant? Est-ce qu'on est dépendant aux écrans ou est-ce qu'on est dépendant aux activités qui sont réalisées en ligne? Donc, est-ce que c'est en ligne ou hors ligne? Est-ce que c'est les jeux vidéo? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui sont à la source de cette problématique-là? Ou encore, est-ce que ce serait l'Internet de manière générale? Donc, ce débat conceptuel-là est encore particulièrement présent dans la littérature scientifique, mais même chez les cliniciens qui s'intéressent à l'utilisation problématique des écrans. Sans doute, dans les dernières années, vous avez pu entendre parler de différents termes. Je pense qu'on peut changer la diapositive. Donc, on entend parler dans les médias traditionnels, mais dans la documentation scientifique aussi de cyberdépendance, d'utilisation problématique des écrans, de dépendance à Internet, de troubles du jeu vidéo. Et bien, en fait, l'élément qui est central à toutes ces problématiques-là ou à tous ces termes-là, ben, c'est cette notion d'écran. Puis c'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'utilisation problématique des écrans. Mais il faut savoir que l'utilisation problématique des écrans, ce n'est pas encore un diagnostic ou une problématique là, qui est officiellement reconnue. Ce qu'on a en termes de définitions qui sont peut-être plus claires ou plus reconnues, c'est les définitions qui sont offertes par le DSM-5 puis par la CIM 11. Dans le fond, dans la dernière version du DSM en 2013, il y a eu dans la section 3 du DSM, donc dans les diagnostics qui sont encore à l'étude ou pour lesquels on a besoin de davantage de documentation, on a vu l'apparition d'un trouble qui s'appelle l'usage pathologique des jeux sur Internet. Le choix là, de l'équipe qui a composé là, ce diagnostic-là s'est penché uniquement sur les jeux sur Internet, étant donné qu'à cette époque-là, ben, les recherches qu'on avait qui étaient là, de qualité suffisante concernaient exclusivement les jeux sur Internet. Donc, ce diagnostic-là est encore à l'étude, il n'est pas encore officiellement reconnu. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les critères diagnostiques sont sujets à évolution. Pour l'instant, les critères diagnostiques de ce trouble-là sont calqués beaucoup sur ceux qui ont été développés pour le trouble lié aux jeux de hasard et d'argent, mais on a transposé ça là, pour parler là, plutôt des jeux sur Internet. En termes de diagnostic officiel, ce qu'on observe, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a, dans sa dernière version de la classification internationale des maladies, inclut le trouble du jeu vidéo, qui est un trouble là, qui se base sur la présence de 3 critères diagnostiques, donc une perte de contrôle par rapport aux jeux vidéo, une priorité accrue qui serait accordée aux jeux au détriment là, de d'autres activités. Donc, on peut parler d'une certaine forme d'envahissement, puis une perte d'intérêt pour les autres activités de la vie quotidienne, et aussi une poursuite de la pratique des jeux vidéo, malgré qu'il y ait des conséquences qui aient été observées par rapport, là, ben, en raison de cette pratique des jeux-là. Donc, les critères de la CIM 11 sont similaires à ce qu'on peut observer aussi dans le trouble d'utilisation de substances, donc la perte de contrôle, l'envahissement et aussi la poursuite malgré les conséquences. Au cours des dernières années, vous avez possiblement entendu parler aussi d'hyperconnectivité. L'hyperconnectivité, c'est un terme qui est utilisé notamment en santé publique pour, d'une part, décrire un phénomène de société, le fait qu'on soit une société qui est de plus en plus connectée et qui peut difficilement se passer des écrans, mais ça peut être aussi associé à une forme d'utilisation des écrans. Donc, selon les données les plus récentes, lorsqu'on passerait
plus de 5 heures par jour sur les écrans, on témoignerait d'une forme d'hyperconnectivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'a pas encore de diagnostic officiel pour l'utilisation problématique des écrans et qu'il n'y ait pas de langage commun ou de consensus qui soit dégagé par rapport à ces problématiques-là, il y a des personnes qui cognent aux portes des services spécialisés en dépendance depuis assez longtemps pour indiquer qu'elles ont des difficultés en lien avec leur utilisation des écrans. Donc, au Québec, c'est environ depuis 2010 qu'on accueille des personnes qui ont une utilisation problématique des écrans dans les services spécialisés en dépendance. On a fait un certain portrait de cette clientèle-là. Les deux portraits qui ont été réalisés commencent à dater, surtout le portrait qui a été réalisé pour les adultes. Donc, en 2014, il y a eu une étude qui a été publiée dans laquelle les 70 personnes qui avaient consulté en CRD au Québec pour leur utilisation problématique des écrans avaient accepté là, de faire ce portrait-là. Ce qu'on observait, c'était que c'était surtout des hommes assez jeunes, donc une moyenne d'âge de 30 ans, majoritairement célibataires, puis qui avaient un faible revenu annuel, qui venaient consulter pour leur utilisation problématique des écrans. Ils présentaient un niveau de détresse psychologique qui était assez élevé, donc au-dessus, en fait, de ce qu'on observe dans la population régulière. Puis, les activités qui étaient perçues pour ces personnes-là comme étant les plus problématiques, c'était les jeux de type MMORPG, donc les jeux de rôle massivement multijoueurs, qui sont des jeux qui se jouent en réseau et pour lesquels il n'y a pas nécessairement de début ou de fin. Là, on peut penser aux jeux comme World of Warcraft, qui est un jeu qui est encore populaire aujourd'hui. Il y avait le visionnement en continu aussi qui était populaire, les sites à caractère sexuel qui étaient à l'origine des difficultés. Et ces personnes-là, à l'extérieur du temps qu'ils pouvaient passer sur les écrans pour les études ou le travail, passaient en moyenne 65,8 heures par semaine sur leurs écrans. Il y a un projet similaire qui a été réalisé auprès des adolescents qui consultent dans les ressources spécialisées en dépendance. On a un profil, là, encore une fois, qui est composé majoritairement de garçons et qui passent en moyenne 56 heures par semaine sur les écrans à l'extérieur des études. Les activités qui sont perçues comme étant les plus problématiques, on avait les jeux vidéo de manière générale, mais encore une fois, les MMORPG là, avaient une importance qui était considérable. On voyait le visionnement en continu qui était aussi à l'origine de difficultés, puis l'utilisation des réseaux sociaux. Et on savait là, que ces adolescents-là venaient consulter souvent à la suite de difficultés familiales en raison de la présence d'un sentiment de perte de contrôle ou encore d'une baisse du rendement scolaire. On s'est intéressé aussi dans la documentation, dans la littérature scientifique, à identifier c'est quoi les conséquences de l'utilisation problématique des écrans. Puis, plus souvent qu'autrement, on a fait des portraits de conséquences qui varient en fonction des activités qui sont réalisées en ligne. Donc, on a beaucoup de données amassées sur les conséquences de l'utilisation problématique des jeux vidéo, notamment une forme d'isolement social qui serait rapportée par les personnes qui présentent une utilisation problématique des jeux vidéo. Des difficultés sur le plan scolaire, des difficultés sur le plan professionnel, donc notamment une baisse de rendement, une baisse de motivation, des problèmes interpersonnels, on va parler de conflits avec les parents, mais aussi avec les conjoints, les conjointes. Il y a différents troubles du sommeil qui sont associés aussi à l'utilisation problématique des jeux vidéo, des maux physiques aussi qui sont associés notamment à la posture là, qui est adoptée pendant qu'on joue aux jeux vidéo. Donc, on parle de douleurs au cou, de douleurs au dos qui peuvent être liées là, au fait de ne pas avoir une posture qui est adaptée pendant le jeu. Il y a certains joueurs qui parlent aussi là, de problèmes ou de l'impression de ressentir des vibrations constamment dans la main, ce qu'on peut peut-être attribuer aux manettes de jeux vidéo qui sont dotés d'un système pour faire des vibrations pendant que la personne joue. Puis, c'est comme si même lorsque la manette n'est pas dans la main du joueur, il peut avoir l'impression que ça vibre encore dans sa main. Puis finalement, il y a beaucoup de personnes qui mentionnent avoir différentes difficultés sur le plan de l'hygiène de vie, que ce soit de l'alimentation, donc avoir tendance à se nourrir pas assez souvent, pas de manière qui leur apparaisse adéquate, d'avoir une hygiène du sommeil aussi qui est complètement perturbée, donc avoir tendance à dormir peu parce que la personne va avoir joué peut-être au-delà de ce qu'elle
pensaient faire. Donc, ça écourte les nuits de sommeil. Puis, il y a des difficultés qui sont observées là aussi sur le plan de l'hygiène physique, là, donc le fait de prendre sa douche ou de se brosser les dents, par exemple. Ça fait partie des conséquences de l'utilisation problématique des jeux vidéo. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ont été étudiés là, sur le plan des conséquences. Il y a certaines conséquences qui sont similaires à celles qui sont observées pour les personnes qui ont une utilisation problématique des jeux vidéo. Par contre, les médias sociaux, ben, il y a toute cette notion de comparaison sociale qui est là, vraiment à l'origine de différentes conséquences, différentes difficultés. Donc, on a des personnes qui rapportent une baisse de l'estime de soi. Donc, le fait de se comparer peut-être à des images qui sont idéalisées, ça peut là, parfois avoir une influence sur l'estime. Ça peut conduire à des troubles de l'image corporelle. Ça peut venir entretenir ou des fois contribuer là, au développement d'un trouble du comportement alimentaire. Il y a des personnes qui nous rapportent différents symptômes anxieux, notamment là, le fameux FOMO, qui est le Fear of Missing Out, cette peur de manquer quelque chose-là. Donc, les personnes qui ont une utilisation excessive des médias sociaux peuvent avoir tendance à ressentir une forme d'anxiété à l'idée de manquer quelque chose qui pourrait se dérouler en ligne. Donc, ça va mener là, à différents symptômes anxieux, mais aussi des comportements de vérification, là, donc d'aller consulter régulièrement les réseaux sociaux pour s'assurer de ne pas avoir manqué une information. Il y a un phénomène là, un peu de contradiction qui peut être associé à l'utilisation des médias sociaux. Donc, les personnes qui ont une utilisation excessive peuvent rapporter une certaine forme de sentiment de solitude ou une impression de déconnexion, ce qui est en soi là, paradoxal quand on pense au fait que ça devrait être une application qui est en soi sociale. Puis encore une fois, on a des mots physiques qui sont associés à la posture pendant l'utilisation. Donc, souvent, les médias sociaux sont utilisés sur des téléphones cellulaires. Donc, on va avoir encore une fois des difficultés au cou. Ça peut être des douleurs dans les mains aussi. De plus en plus, on a certaines personnes qui rapportent le même avoir l'impression que leur main est déformée, avoir une forme de bosse, notamment sur le petit doigt en raison de la tenue du téléphone cellulaire là, à long terme. Donc, ça fait partie là, des conséquences qui sont liées à l'utilisation excessive des médias sociaux. Puis, généralement, c'est l'ensemble de ces conséquences-là qui fait en sorte que les personnes vont aller chercher des services spécialisés en dépendance ou du moins qui vont commencer à se questionner par rapport à leur utilisation des écrans ou des activités en particulier. Tous ces besoins de services-là, en fait, ça a mobilisé la communauté scientifique puis la communauté clinique à développer certaines structures là, dans le réseau de la santé. Donc, si on s'intéresse au Québec plus spécifiquement, il y a eu la mise sur place de différentes ressources qui visent l'information puis la prévention. On peut penser à l'initiative Pose ton écran de Capsana, qui est une ressource là, qui est disponible en ligne et qui permet en fait, qui fournit différents trucs, différents conseils, de l'information sur la manière peut-être de prévenir l'hyperconnectivité ou du moins de composer avec l'hyperconnectivité et de peut-être développer des habitudes d'utilisation des écrans qui seraient plus saines. Donc, c'est vraiment une petite mine d'or d'informations pour les parents notamment, mais pour les enseignants aussi, là, ça peut être vraiment très intéressant. Il y a Jeux Aide et références aussi qui offre de l'information par rapport là, à l'utilisation problématique des écrans. Dans les services spécialisés en dépendance, au cours des années, il y a eu la création d'un outil de détection du besoin d'aide par rapport aux activités sur Internet qui s'appelle le débat Internet, qui permet là, en fait, de situer l'utilisation de la personne puis de la référer vers les services qui vont être le plus appropriés à l'intensité là, de ces difficultés. Puis, il y a des projets qui sont encore en cours. Donc, oui, présentement, il y a des services qui sont disponibles pour les utilisateurs problématiques des écrans dans les services spécialisés, mais il n'y a rien qui a été encore développé de manière formelle. Toutefois, là, il y a des équipes qui travaillent à développer une évaluation clinique de l'utilisation problématique des écrans qui va permettre là, de vraiment bien situer les besoins de services de ces personnes-là. Puis, il y a l'équipe de Magali Dufour qui est en train de développer un programme de traitement de l'utilisation problématique des écrans qui s'appelle le programme Virtual, qui devrait être implanté dans les services spécialisés en dépendance au cours des prochains mois là, ou des prochaines années.
Il reste encore beaucoup à faire en lien là, avec la dépendance aux écrans ou l'utilisation problématique des écrans. Je vous dirais que le nerf de la guerre, c'est vraiment cette idée de conceptualiser cette problématique-là. Donc, il faut situer le concept de dépendance, il faut conceptualiser l'objet de la dépendance, il faut développer un langage commun, des critères d'évaluation aussi de cette problématique-là, ne serait-ce que pour pouvoir évaluer c'est quoi la prévalence de la problématique au sein de la population. Si on n'a pas de langage commun, puis qu'on utilise des outils qui évaluent différents concepts, on n'est pas en mesure là, d'avoir une appréhension qui est réaliste là, de cette problématique-là. Il y a beaucoup de réflexions aussi qui se fait autour du continuum d'utilisation. Donc, qu'est-ce qui distingue une utilisation qui est saine d'une utilisation qui serait problématique ou pathologique? Est-ce qu'on peut avoir des utilisations qui sont transitoires? Est-ce qu'on a des trajectoires qui pourraient être identifiées là, chez notamment des adolescents puis qui se maintiennent là, jusqu'à l'âge adulte ou qui développent une problématique à l'âge adulte? Bref, il y a beaucoup de questionnements autour de ce continuum d'utilisation-là. On s'intéresse encore aux conséquences, aux facteurs de risque, aux facteurs de protection, notamment tout ce qui concerne les troubles concomitants. On peut se demander si, comme dans le cas du trouble lié au jeu, il y a présence de beaucoup de concomitances de problèmes de santé mentale. Au cours des dernières années, il y a beaucoup de cliniciens, beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés aussi notamment à la concomitance avec les troubles du spectre de l'autisme, étant donné là, qu'il y avait plusieurs parents puis plusieurs cliniciens qui rapportaient là, avoir l'impression qu'il y avait une concomitance importante entre ces troubles-là. Puis finalement, malgré qu'il n'y ait pas de consensus ou de définition claire, nette et précise de c'est quoi la dépendance aux écrans, il y a beaucoup de mobilisation qui se fait autour de la prévention, de l'utilisation problématique des écrans, puis de l'intervention, notamment tout ce qui pourrait être intervention précoce là, pour éviter finalement que la problématique évolue jusqu'au point là, de devenir une problématique qui nécessite des services spécialisés en dépendance. Donc, c'est là qu'on en est finalement par rapport à l'utilisation problématique des écrans. Ça conclut, en fait, le survol que Magali et moi, on voulait vous faire là, par rapport aux troubles liés au jeu et par rapport à l'utilisation problématique des écrans. On garde en tête que c'était vraiment un petit tour du tableau qu'on faisait aujourd'hui. On voulait vous introduire à ces concepts-là et on souhaite là, que ça ait piqué votre curiosité. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si jamais vous en avez aujourd'hui. On avait aussi des liens vers différentes ressources, peut-être que vous pourrez avoir accès à notre présentation si jamais vous voulez consulter ces ressources-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Magali et Andréane. C'était vraiment très intéressant et très clair. Je ne sais pas si on a déjà des questions dans le QR. Je vois que pour l'instant, non. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions ou à faire des remarques ou suggestions dans cette section-là. Moi, je vais peut-être démarrer avec une première question pour briser la glace, puis j'espère qu'on en aura d'autres par la suite. Ma première question, ce serait en lien, vous en avez parlé rapidement, mais en lien avec la pandémie de Covid-19. Donc, on sait que ça a eu un fort impact sur les deux problématiques là que vous avez mentionnées. Donc, je poserai la question peut-être à l'une puis à l'autre, mais les deux, je pense que les deux, vous pourriez avoir des choses intéressantes à dire sur justement un peu plus précisément qu'est-ce que la pandémie de Covid-19 a changé aussi bien dans les profils des personnes touchées par ces problématiques-là que peut-être dans les interventions qu'on pense désormais pouvoir appliquer. Donc, je vous laisse la parole là-dessus. Parfait. Donc, je vais commencer, puis ensuite de ça, je vais laisser là, Andréane compléter là, pour les écrans. En fait, pour le trouble lié au jeu, pour la pratique des jeux de hasard et d'argent durant la pandémie, mais c'est sûr que ça a quand même profondément changé là, le paysage. Là. On fait juste se rappeler là, au Québec, on remonte, c'est ça, là, au début là, de la pandémie. Mais à ce moment-là, on n'avait plus accès à aucune offre qui était physique. C'est même les billets de loterie, pendant une certaine période, la vente des billets de loterie a été suspendue. On ne pouvait même plus aller chez les détaillants là, pour en acheter. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un glissement qui a été observé vers le jeu en ligne. Il y a plusieurs études présentement qui sont en cours qui visent à évaluer justement les impacts.
On pense entre autres, il y a mon équipe qui travaille présentement sur une étude qui s'intéresse justement aux impacts au Québec. On a un autre projet au Canada sur une population là, qui appartient à la diversité sexuelle et de genre. Il y a aussi un projet qui est dirigé par Sylvia Kérouz de Concordia sur le jeu en ligne. Donc, mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le jeu en ligne, oui, bien entendu, a augmenté en popularité. Les autres jeux, bien, ça l'a diminué un peu. À savoir, est-ce qu'il y a plus de joueurs problématiques? C'est là que c'est le point d'interrogation qu'on va voir. Mais ce qu'on sait, entre autres, c'est qu'au Québec, durant la pandémie, si on prend par exemple le chiffre d'affaires de l'Auto-Québec avant la pandémie, on était à 2,8 milliards. Durant la pandémie, ça a baissé de 50 %. On s'est retrouvé quand même à 1,4 milliard. Et puis maintenant, on commence à remonter, mais on n'a pas encore atteint les seuils d'avant la pandémie. Donc, c'est tout ça un peu qu'il va falloir corréler là, tout ensemble, puis voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Et sachant, ben, comme tantôt quand je le présentais, que le jeu en ligne, il y a plus de risques justement de présenter des habitudes de jeu problématiques, mais c'est ça qui inquiète un peu tout le monde. On se dit, ben, s'il y a plus de gens qui vont jouer en ligne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on espère vous revenir assurément dans la prochaine année avec des résultats. Puis si je poursuis par rapport aux écrans, on se retrouve un peu dans le même type de questionnement. Donc, on a vu qu'il y avait une grande augmentation de l'utilisation des écrans. Notamment, on était confinés à la maison, on pouvait difficilement faire autrement. Là. Bref, ça faisait partie des activités qui étaient facilement accessibles. Mais à savoir, est-ce que cette augmentation-là d'utilisation se traduit en augmentation de prévalence d'un trouble? Mais on n'est pas tout à fait rendu là parce que parfois, on peut justement avoir des personnes qui vont avoir une utilisation qui va paraître excessive, mais qui pourrait être transitoire. Donc, à partir du moment où on peut finalement retourner dehors ou retourner à nos activités qui nous plaisaient dans une époque pré-pandémique, ben, possiblement qu'on va accorder moins d'attention aux écrans. Donc, c'est vraiment au cours des prochaines années qu'on va être en mesure de voir est-ce que finalement ça a généré une augmentation de cette problématique-là. Puis, ben, on se rappelle qu'on n'a pas encore de langage commun, donc d'évaluer la prévalence de l'utilisation problématique pré-pandémie puis post-pandémie, mais c'est assez complexe. Donc, ça fait partie des questionnements et on verra peut-être dans les prochaines années là, comment est-ce que ça s'est réellement manifesté. Très bien. Bah oui, je comprends tout à fait pour la problématique de la temporalité, mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment des études intéressantes qui sont menées en ce moment, puis c'est très prometteur. Là, je pense qu'on a hâte de voir les résultats qui seront associés. Alors, on a une première question d'une participante. Que pensez-vous du retrait actuel et à venir des jeux de hasard et d'argent dans les établissements établis en milieu défavorisé pour ensuite les déplacer vers d'autres lieux, comme ça a été entendu dans les médias ces derniers temps? Ben, en fait, en lien avec cette problématique-là, c'est sûr que pour ce qui concerne le déplacement vers le Centre Bell, je n'ai pas nécessairement tout suivi là, ce qui s'est déroulé là, dans les derniers jours. Par contre, c'est certain que il y a toujours la question de l'accessibilité qui reste toujours problématique. Hein. Quand c'est quelque chose qui est prêt, qui est facilement accessible, mais ça peut être, c'est ça, le plus difficile. Il y a certaines populations qui peuvent être des fois plus à risque de présenter un trouble lié au jeu. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose justement qui souvent, on se dit, ben, est-ce que ça peut permettre de réduire comme les méfaits qui vont être associés à une problématique. Aussi en regroupant dans un même endroit, par exemple, si par exemple on prend des appareils de loterie vidéo qui vont être dans les bars et puis qu'on les regroupe dans un même endroit qui pourrait être par exemple chapeauter comme un peu les salons de jeu. Mais à ce moment-là, c'est plus facile des fois de peut-être pouvoir intervenir directement auprès des joueurs et assurer ça, un meilleur suivi. Beaucoup, il y a des pour, il y a des contre. Ça va rester de voir un peu aussi comment tout ça va être mis en place et fait. Mais ça reste à voir. Donc, ça va être quelque chose qui va être cela à étudier et voir. Mais c'est certain que oui, il y a des groupes qui peuvent être le plus à risque et il faut faire là, bien entendu là, attention. Je ne sais pas si Andréane, tu avais des choses à compléter ou. Ben, je pense que j'aurais ajouté aussi que maintenant, avec les applications, avec l'espace jeu qui démocratise l'accès aux jeux de hasard et d'argent, ben, il faut faire attention si on veut éloigner le jeu physique des populations qui sont plus vulnérables.
mais qui conserve l'accès à une forme de jeu qui est potentiellement plus préjudiciable, donc le jeu en ligne. On peut se questionner à savoir est-ce que c'est vraiment la meilleure des initiatives. Comme Magali l'a dit, il y a du pour, il y a du contre. Certainement, ça vaut la peine d'y réfléchir, là. Eh bien oui, effectivement, je pense qu'on a plusieurs avenues là-dessus, puis c'est une des questions que j'allais poser aussi. Peut-être, Andréane, pour poursuivre là-dessus, est-ce que du point de vue des écrans, on a pareil des interventions ou des politiques qui sont liées à justement restreindre, voire même interdire les accès. Qu'est-ce qu'en dit la littérature? Puis vous, d'après vous, quelles seraient les interventions les plus prometteuses, là, à défaut de dire efficaces, parce que j'ai conscience qu'on n'a pas encore tant de résultats, mais quelles seraient les interventions à recommander d'après vous? Bien, on peut départager là, la clientèle enfants, adolescents, des adultes. C'est sûr que pour les enfants, il y a des données qui nous indiquent là, que de limiter l'accès aux écrans, ce serait quelque chose qui serait potentiellement bénéfique, là, même pour le développement des enfants de manière générale, mais pour éviter aussi là, ce phénomène d'hyperconnectivité-là. Ensuite, lorsqu'on parle des adultes, des jeunes adultes, le fait de limiter l'accès aux écrans, ça peut être intéressant pour générer un certain temps d'arrêt, là, faire un peu une détox, si on peut dire. Mais dans les faits, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes arrivent à développer une utilisation qui soit plus équilibrée des écrans. Donc, identifier c'est quoi leur zone d'ombre, c'est quoi les activités avec lesquelles ils ont le plus de difficultés, puis qu'ils apprennent à contrôler peut-être davantage leur utilisation parce que de tenter de se passer complètement des écrans dans la société dans laquelle on vit, là, c'est quelque chose qui est possiblement utopique là, et qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus adapté. Donc, ce qu'on doit viser finalement, c'est une utilisation qui est plus équilibrée des écrans. Je ne sais pas si Magali, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Non. Parfait, merci beaucoup. On avait peut-être un peu la suite de la question de tantôt, de dire toujours un peu aussi sur la question des interventions et des solutions. Est-ce que, par exemple, des intervenants pourraient être ou peuvent déjà être, ça j'avoue que je connais pas cette question-là spécifiquement, mais est-ce que des intervenants pourraient être présents sur des lieux comme les salons de jeux, par rapport aux écrans, je pense aussi à des salons liés aux jeux vidéo ou autres, puis donc ça peut répondre aux deux questions. Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux d'intégrer ces services-là à des services de première ligne ou d'autres services un peu plus traditionnels qui sont dispensés dans le système? Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus ou ce que vous en pensez. Ouais. Ben, en fait, si je pars avec le deuxième volet, c'est ça là, de la question, ben, c'est sûr que c'est quelque chose auquel faut s'intéresser, de voir comment est-ce qu'on peut faire la jonction entre un peu tous les services, entre la société d'État, entre, par exemple, j'aurais des références qui peuvent venir se greffer ensuite, et avec les autres services, c'est ça là, de première ligne. Donc, ça va être important de vraiment s'assurer qu'il y ait une belle intégration là, à ce niveau-là. Là, présentement, mais c'est sûr que oui, il y a du personnel, par exemple, des équipes de l'Auto-Québec qui peuvent aller, c'est ça, là, sur le terrain. Mais il y a un degré d'intervention, là, on s'entend. Donc, par la suite, on transfère à des gens qui vont être experts et mieux formés, c'est ça, là, dans le domaine. Mais toute cette frontière-là, si on veut, c'est quelque chose justement sur lequel ben, le milieu, entre autres, de la recherche devrait, c'est ça, là, se pencher au cours des prochaines années. Moi, c'est quelque chose, un endroit où est-ce qu'on voit un peu une espèce de zone grise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réussit à identifier les gens, on leur transmet l'information, mais comment s'assurer qu'on assure une continuité puis que la trajectoire là, est un peu plus simple et puis linéaire. Parce que ce n'est pas toujours facile non plus pour les individus si on a cogné par eux-mêmes des fois à différentes portes. Là, on commence à rentrer dans la trajectoire là, compliquée. Puis par rapport aux écrans, on se retrouve dans une zone qui est peut-être encore plus grise, là, notamment parce que les services sont vraiment en plein développement. Toutefois, en termes de lieux de jeu, je ne crois pas qu'il y ait d'initiative là, où il y a des intervenants qui soient sur place pour intervenir là, auprès des personnes qui pourraient présenter une problématique en lien avec leurs écrans. Toutefois, en ligne, il y a ce type d'initiative-là qui existe. Donc, sur différents jeux vidéo, il y a des services qui sont offerts par des personnes qui jouent elles aussi là, aux jeux vidéo. Donc,
les personnes qui ressentent différentes difficultés en lien avec leur utilisation, mais aussi d'autres difficultés là, dans leur vie quotidienne, peuvent se rendre sur un channel Discord, par exemple, pour aller là, discuter avec des intervenants qui sont là pour les accompagner finalement, puis les orienter vers différentes ressources. Donc, c'est des initiatives, on pourrait dire, pour et par, qui sont vraiment là, très intéressantes là, pour les joueurs de jeux vidéo. Pour les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose là, qui est encore officiellement mis en place. Puis aussi, Parfait. on Oui, peut... oui, Magali, oui, pardon. Parfait. Puis aussi, en fait, pour compléter, si on pense entre autres au casino, il y a le centre du hasard qui est aussi disponible. Donc, c'est aussi des ressources là, qui peuvent être là, comme un premier point de contact pour les joueurs. Merci, merci toutes les deux pour ces réponses bien complètes. Est-ce que peut-être avant de conclure, on a une autre question? Oui, j'en vois même deux. Est-ce qu'il existe des groupes de soutien comme les alcooliques anonymes ou autres, mais pour des problématiques liées aux jeux ou aux écrans? On a vu au cours des dernières années le développement là, de groupes de type anonyme qui ont été développés. Il faudrait faire des recherches en ligne. Et bon, ce qui peut paraître là, contradictoire, c'est que ces groupes-là sont tenus en ligne, mais ça permet là, de rejoindre une clientèle qui est plus variée, puis de mobiliser des personnes qui viennent d'un peu partout au Québec, notamment là, pour participer à ce type de groupe-là. Donc, on n'a pas encore des groupes qui sont aussi bien établis que ce qu'on pourrait voir pour Alcooliques Anonymes, par exemple, mais cette mobilisation-là est en cours. Là. Oui. En ce qui concerne du côté du jeu, en fait, pour les gamblers anonymes, ça, c'est quelque chose qui est établi, en fait, depuis longtemps. Ça fait vraiment plusieurs décennies, en fait. Je dirais que c'est en place. Donc, il y a des groupes, c'est ça, là, qui sont disponibles. Et puis, en fait, si on remonte un peu dans l'histoire, c'était les groupes de gamblers anonymes qui étaient allés voir, justement, des médecins, des psychiatres et tout pour faire, est-ce que vous pouvez nous aider? On aurait besoin, qu'il y ait des traitements, des choses comme ça qui soient développées. Donc, dans toute l'histoire un peu de la problématique, ils ont joué un rôle quand même assez majeur. Puis, ils ont pris exemple justement sur les AA à l'époque pour se former. Parfait, merci. Et puis, peut-être une dernière question pour conclure. On a vu, c'est vrai, dans les profils que vous avez présentés de personnes à risque, là, de certains types de comportements, que le genre masculin était assez fréquemment lié comme étant un facteur de risque. Comment on peut faire justement pour essayer, par exemple, de développer des interventions plus ciblées, sachant, par exemple, que comme le participant qui a posé cette question nous l'écrit, on sait que parfois, les personnes s'identifiant au genre masculin peuvent démontrer plus de difficultés à demander de l'aide ou à participer à des interventions de type psychosocial. Donc, comment on voit ça dans la littérature, ou même vous, quelles sont un peu vos idées à ce sujet-là? Mais c'est certain que les profils qu'on a jusqu'à présent sont, on va dire typiquement masculins, mais ça tend à changer étant donné que les activités en ligne se diversifient beaucoup aussi, puis qu'elles rejoignent de plus en plus de personnes différentes. N'empêche que traditionnellement, on avait ce profil-là là, qui était identifié dans la littérature pour les personnes qui avaient tendance à s'adonner quasi exclusivement aux jeux vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à rejoindre ces personnes-là? Je pense que c'est quelque chose là, qui est peut-être plus global là, que uniquement l'utilisation problématique des écrans, peut-être la santé mentale de manière générale, mais c'est en faisant de la sensibilisation, notamment là, auprès des personnes qui s'identifient au genre masculin. Sur le fait que la détresse psychologique peut être présente et qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour ces personnes-là. Donc, il faut là aussi peut-être déployer davantage d'efforts pour la promotion des services qui sont disponibles par rapport là, à ces différentes problématiques-là. Puis, si je peux, c'est ça, le compléter. Un élément aussi qui est extrêmement important, c'est que, oui, justement, il faut adapter les services autant selon le genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique. C'est important, c'est ça, là, de construire ça, mais il faut aussi construire ça avec les personnes qui présentent soit l'usage problématique des écrans ou soit le trouble lié au jeu. Et puis, c'est souvent de comprendre un peu des fois les barrières qu'ils peuvent avoir et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services afin qu'ils soient mieux, qu'ils soient adéquats justement
là, pour eux. Donc, tu sais, il y a du travail, déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais il en reste encore beaucoup, là, c'est ça là, à faire pour s'assurer là, de mieux orienter et puis mieux construire là, nos services. Merci beaucoup, Magali et Andréane. Je pense que, vu l'heure, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir terminer le webinaire ici. Donc, au nom du RSPQ puis du réseau Calaxia, on vous remercie encore, Magali et Andréane, pour votre belle présentation aujourd'hui, puis à tous les participants de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Comme je l'ai dit, mais je le redis une dernière fois, ce webinaire sera disponible en ligne, donc n'hésitez pas non plus par la suite à le diffuser dans vos réseaux ou à le reconsulter. On va rendre également les diapositives disponibles. Donc, ce sera sur la page YouTube de l'axe santé mentale des populations du RSPQ, puis aussi sur les réseaux sociaux de Calaxia. En attendant, si vous n'êtes pas encore membre du réseau, on vous invite bien entendu à vous y joindre avec plaisir. Vous pouvez trouver la procédure sur notre site web. Et puis, on espère vous voir à nos prochains webinaires. Donc, encore merci et puis à bientôt. Merci beaucoup.